Bonsoir à tous, bonsoir Hélène Cixous. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Nous allons être ensemble pour un entretien d'1 heure qui sera suivi par quelques questions de la salle et qui se terminera par une séance de signature de quelques-uns de vos livres. J'avoue qu'il est assez difficile, parfois certains auteurs sont plus difficiles que d'autres à présenter. C'est votre cas, non seulement parce que, et pas seulement d'ailleurs, parce que votre grand ami, le philosophe Jacques Derrida, considérait que vous étiez un olni, c'est-à-dire un objet littéraire non identifié, pas seulement parce que c'était le cas, mais aussi parce que vous avez une longue carrière et une très grande œuvre derrière vous, écrivaine, universitaire, dramaturge, auteur d'une œuvre aussi bien littéraire que théâtrale, des essais sur la littérature, sur la philosophie, sur la psychanalyse, sur les arts, aussi bien de la fiction, du Prénom de Dieu, qui a été votre premier recueil de nouvelles en 1967, jusqu'à Défions l'augure, qui n'est pas encore sorti, mais qui va paraître en janvier prochain. Vous êtes l'auteur de près de 70 ouvrages, publiés chez de nombreux éditeurs, longtemps aux éditions des Femmes Antoinette Fouque, et puis depuis presque 20 ans chez Galilée, où vous avez publié 34 livres, c'est-à-dire en moyenne, j'ai fait le calcul, 2 livres par an. Bon. Alors Hélène Cixous, vous êtes née le 5 juin 1937 à Oran, fille du docteur Georges Cixous, qui lui-même était né à Oran et qui est mort à Alger en 1948 quand vous n'aviez que 10 ans. Vous êtes fille également d'Ève Klein, qui elle était née en Allemagne, dans la ville d'Osnabrück, qui est présente dans votre œuvre, et on va bien sûr y revenir, et qui est décédée en 2013. Vous êtes agrégée d'anglais, vous êtes docteur d'État depuis 1968. Votre thèse a porté sur James Joyce, elle a été éditée chez Grasset. En 1968, vous avez contribué à la création de l'Université expérimentale de Paris 8 Vincennes, où vous avez enseigné jusqu'en 2005. En 1974, vous avez institué le premier doctorat en études féminines. Et depuis 1983, vous tenez un séminaire au Collège international de philosophie. Par ailleurs, vous êtes docteur honoris causa de très nombreuses universités. Je ne vais pas toutes les donner, elles sont vraiment très nombreuses. Au Canada, en Grande-Bretagne, aux États-Unis. Vous êtes également lauréate de nombreux prix, dont le Médicis pour votre premier roman Dedans en 1967, le prix de la langue française, le prix Marguerite Duras et le prix Marguerite Yourcenar. On n'a qu'1 heure ensemble. Et donc aujourd'hui, Hélène Cixous, on va essentiellement parler de votre œuvre de fiction et on gardera quand même pour la fin quelques questions sur le théâtre, puisque vous êtes également auteur associé, je ne sais pas comment on le dit dans vos mots, au Théâtre du Soleil d'Ariane Mnouchkine depuis presque 40 ans. On va commencer avec vous, si vous le voulez bien, Hélène Cixous, par la naissance de l'écriture, puisque vous avez coutume de dire « Je ne sais pas vivre sans écrire ». Alors parlez-nous de cette naissance de l'écriture qui, si je ne m'abuse, coïncide avec une mort, celle de votre père, donc quand vous aviez 10 ans, 1948. C'est cette mort qui a déclenché l'écriture ? C'est ce que je dis. Mon mythe personnel, c'est ça. Je pense que ça a une part de vérité. Mais c'est plutôt... peut-être que mon père était en train de mourir avant sa mort. Il était, pour moi, il était l'Algérie, ma mère était l'Allemagne. Et l'Algérie, c'était un pays qui était à l'agonie quand j'étais petite. Mon expérience de très petite fille, qui est complètement présente pour moi, c'est-à-dire que dès que j'avais 3 ans, j'étais complètement à l'intérieur d'une scène de grande violence politique. C'est une expérience d'effroi devant les méchancetés humaines, les méchancetés, les innombrables espèces de cruauté, trouvées aussi dans les arbres. Lire, voilà. Donc j'ai pensé que, quand j'étais toute petite, je me suis dit, il faut lire, voilà. Lire, vivre. Ce sont des synonymes. Il faut lire avant même d'écrire, et oui. Donc votre vie d'écriture a continué ensuite, une fois qu'elle a commencé, à s'accompagner de lecture. On retrouve un certain nombre, bien sûr, de grands auteurs dans votre œuvre. Vous dites que les livres hébergent les inoubliés et ils se nourrissent eux-mêmes des livres. Alors on retrouve évidemment Homère, Shakespeare, Joyce, Montaigne, Kafka, Stendhal, Proust, qui reviennent d'un livre à un autre. Peut-être on pourrait s'arrêter
sur l'un d'entre eux, parce qu'on n'aura pas le temps, malheureusement, de s'arrêter sur chacun d'entre eux, mais vous dites, sans Shakespeare, je n'aurais jamais écrit. Shakespeare. Oui, c'est sûr. Mais je voudrais quand même dire qu'il n'y a absolument pas de discontinuité ou même de différence entre lire et écrire, parce que lire, c'est écrire. C'est le premier temps de l'écriture. Écrire, c'est lire. Écrire, c'est de toute façon lire justement le monde, c'est lire les signes, donc c'est absolument indissociable. La seule chose, c'est que quand je pensais que j'allais lire, enfin que ma vie c'était lire, je n'ai pas pensé pendant assez longtemps que ça me conduirait sur le papier et vers la publication. Ça, voilà. Mais Shakespeare, c'est un peu comme Montaigne pour moi, ce sont les deux. Enfin, je pourrais dire Shakespeare-Montaigne, d'ailleurs, ils se sont connus, si je peux dire, par traduction. Shakespeare a lu Montaigne en traduction. Et donc, il y a, justement, dans le livre qui va paraître, j'ai pris « Défions l'augure », c'est une citation. Voilà. C'est une mini citation, c'est 2 mots dans une proposition au tournant d'un état d'âme de Hamlet. Et pour moi, cet état d'âme, c'est le nôtre. Et c'est le moment, je vous le raconte parce que je trouve ça très beau, c'est cette scène qui est cette entre-scène, où Hamlet a accepté la proposition d'entrer dans un duel avec Laërte. Et nous devinons, nous le public, les amis de Hamlet, nous savons que ce duel va le conduire à sa mort. Et il parle avec Horatio, son ami, son autre, et il lui dit « Tu ne peux pas savoir comme j'ai mal au cœur, comme j'ai mal autour de la poitrine, je ne peux même pas respirer. » Alors Horatio lui dit « Mais alors tu ne vas pas aller faire ce duel. Écoute, on peut reculer, tu as le droit d'être malade. » Sur quoi Hamlet commence à citer longuement Montaigne, et il dit en particulier ceci: « We defy augury », nous défions l'augure. Nous, pour vivre, et en tant que vivants, nous ne faisons jamais que défier l'augure, c'est-à-dire l'annonce de la mort. Et vivre, c'est défier l'augure. Voilà. Alors, ce qui est très beau, justement, dans la langue de Shakespeare, c'est ce « oui », c'est nous, hein, nous défions l'augure, et qui est en fait très indécidable. Hein. Qu'est-ce que c'est que ce... Est-ce que c'est tous les hommes défient l'augure, ou bien est-ce que c'est un oui, une première personne du pluriel qui est partiellement poétique, rhétorique, ou se rapporte à Horatio et Hamlet, etc. Nous n'en savons rien. Et puis c'est intraduisible. Et ça, c'est beau aussi. C'est qu'en fait, quand on passe d'une littérature à une autre, on est toujours dans l'intraduisible. Et quand on passe d'un livre à un autre et qu'on essaye de le lire, on est en train de le traduire et il est intraduisible. Et on ne peut pas, en français, nous défions l'augure, ça ne veut rien dire du tout en français, alors qu'en fait, il y a un impératif qui se glisse là et qui dit « Vous voulez vivre ? Défiez l'augure ». Est-ce que c'est cette langue des signes, le traduisible, l'intraduisible, mais aussi ce que les signes nous disent, à nous, Hélène Cixous, qui vous a fait aimer les arts? Alors, les arts en particulier, l'art plastique, vous avez écrit, travaillé, collaboré, vous développez des amitiés aussi avec des artistes plasticiens. Je pense notamment à Simon Antaille, à Pierre-Alain Chinsky, et puis plus récemment, mais l'amitié est très forte, et les livres s'en ressentent, avec Adèle Abdessemed. En quoi nourrissent-ils votre travail d'écriture, ces signes-là, qui sont des signes différents des mots? Vous savez, je pense que quand on écrit, on utilise l'écriture principale. Enfin, quand on écrit des livres, si je peux dire, enfin des textes, voilà. Quand on produit du texte, quand on tisse, en fait, on est dans une très grande proximité, une sorte d'analogie avec les arts voisins, avec les prochains. Voilà, ce sont nos prochains. Moi, j'ai toujours senti que quand j'écris, mon travail qui est manuel, qui est très physique, chaque fois je me dis, je suis en train de peindre ma page. Voilà, je peins. D'ailleurs, j'ai des pinceaux sur mon bureau. Alechinsky a 75 pinceaux qui sont comme ça, très très bien rangés, très propres. Bon. Chez moi, les pinceaux, c'est pas propre. C'est un désordre généralisé, mais c'est ça.
c'est certainement 75 instruments à écrire de toute espèce. Et ça fait partie de l'écriture. C'est-à-dire que pour saisir quelque chose qui est tellement délicat, qui peut être évanescent, qui peut nous échapper, il faut procéder à la fois avec des instruments, de véritables outils. Il faut de la toile de papier. J'ai besoin d'une très grande quantité de différentes espèces de papier, de différentes dimensions. Et il faut les pinceaux, c'est-à-dire les plumes, les crayons, les feutres, enfin une quantité de prolongation du nerf écrivant. Des couleurs aussi? Ou c'est que du noir et blanc? Les couleurs, au niveau de mes pinceaux écrivants, non, je pratique quand même le noir, mais je crois aussi que c'est pour des questions. Mais ça dépend aussi de l'épaisseur. C'est-à-dire je peux écrire extrêmement fin et au contraire très, très large. Je peux écrire à toute allure. Et puis, je devrais dire d'ailleurs, c'est pas tellement les couleurs, mais ce sont les graphies, parce que sur une seule page, je vais avoir 10 graphies différentes. En fonction de quoi? En fonction de l'affect qui passe. C'est-à-dire que je suis en train de poursuivre quelque chose, alors je prends un cheval, ou bien, au contraire, je pense qu'il vaut mieux ramper. Je fourmille, ou je me pose très légèrement comme une sauterelle, enfin, voilà. Et donc, le volume, la dimension, le poids de chaque mot est modifié à tout instant. Alors, les peintres, c'est exactement ce qu'ils font. Si vous regardez un peintre ou un artiste visuel courir derrière l'œuvre qui est en train de se promettre sur la toile, c'est exactement la même chose. Et puis, on va et vient comme ça. Vous parlez de cheval, de sauterelle, de fourmillement. Il se trouve que vous aimez les animaux. Vous en avez. En particulier, vous avez 2 chats. Vous aimez les oiseaux aussi. Est-ce qu'ils font partie de vos sources d'inspiration? Ah oui. Mais là, c'est plutôt, je devrais dire que ce sont mes maîtres. Est-ce que c'est Socrate réincarné? En tout cas, ce sont les sages de mes chattes, que j'appelle chats aussi, parce que bon, on ne va pas quand même différencier sans cesse la sexualité. Je suis en apprentissage. Tout le temps. Je les observe tous les jours. Hein. Et d'une part, elles me font rire, mais vraiment rire, et très souvent, pendant toute la journée, à tout moment, parce qu'elles sont capables, justement, elles sont très télégraphiques, c'est-à-dire qu'elles envoient des messages qui sont d'une précision folle, d'une efficacité extraordinaire. Alors là, franchement, c'est absolument... on a intérêt, justement, à apprendre des phrases du chat. Et puis, je trouve que leur mentalité, leur rapport à l'autre est apaisant et c'est comme un prêche de bonne vie. D'ailleurs, Montaigne ne se séparait pas de son chat, hein, qui était une chatte. Les sons aussi, Hélène Cixous? Est-ce que vous nourrissez de sons au sens large, hein, aussi de la musique, mais... Alors les sons, parlons justement des sons, c'est une excellente question, parce que justement, puisque vous me dites au sens large, je pense que les sons qui sont pour moi maintenant, parce que j'ai eu une période naguère, enfin autrefois, qui était musique en permanence, au point que d'ailleurs j'avais l'impression de tricher, parce que je mettais la musique pour lui piquer son énergie. Et donc, voilà, j'étais portée en particulier par les voix, mais aussi par un certain nombre d'œuvres musicales qui me bouleversaient et qui, au fond, allumaient en moi certains feux. Et puis, petit à petit, je l'ai trouvée trop forte. Je me disais, elle écrit plus fort que moi. Donc, petit à petit, je l'ai laissée. Mais par contre, ce dont je me sers, dont j'ai besoin, et que je n'ai pas à Paris, c'est le vent. Mais j'ai une maison d'écriture dans le sud-ouest où il y a du vent. En fait, c'est ma maison de vent. Et alors là, je dois dire que c'est une aide magique inouïe. C'est quand même, ce sont les voix les plus archaïques, et aussi, elles viennent de toute éternité, en même temps elles ont une jeunesse extraordinaire, elles tapent, elles crient, bien sûr c'est musique, et c'est une musique, il faut dire aussi qu'il y a les oiseaux, hein, bon, donc, mais
ne pas pouvoir dissocier, par exemple, la pluie de son qui provient des arbres quand le vent en joue, d'une averse, ça donne une idée merveilleuse de la métonymie. Et c'est donc nourri de toutes ces voix, là aussi au sens large, nourri de tous ces signes que vous vous lancez dans l'écriture. Une écriture qui est permanente, là aussi. Est-ce que le foyer est toujours allumé, Hélène Cixous? Alors là, je dirais oui, pour être honnête. Mais ça veut pas, il ne faut pas s'y tromper. Je pense que je suis en état d'écriture permanent. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je peux ne pas écrire posé sur du papier pendant des heures, pendant des jours. Et... Vous nous rassurez. Non, mais parce qu'en fait, la fonction écriture, elle est en activité permanente. Et puis tout d'un coup, elle me dit, celui-là, là, hop, là, il y a quelque chose qui vient de se poser. Je suis en train de faire n'importe quoi, et c'est 3 mots que je pose, parce qu'ils sont comme... Il n'y a jamais eu 3 mots qui se sont conjoints de cette manière. Donc, je les note. Et c'est pas plus. Mais, alors, ça, on ne peut pas le mesurer, on ne peut pas le prévoir, ça vient, voilà. Et je pense effectivement que, parce que parfois on me demande, donc même très souvent des gens me demandent gentiment et de manière charmante, vous mettez combien de temps pour faire un livre? Voilà. Alors, je pourrais dire, d'une part, 60 jours, 59 jours, d'autre part 59 ans. Le même, bien sûr. Je pense que quand on écrit, c'est une forme d'être, une forme d'être au monde. Un poète, par exemple, je ne suis pas poète, même si je suis poète. Le poète de poème, il se promène dans la rue et puis le poème passe. Mais c'est que le poète, il est en poésie en permanence. Donc c'est à la fois un rythme intérieur, des affects qui vous traversent, une nécessité, peut-être même aussi le rythme de l'édition, puisque 2 par an, 59 jours ou 59 ans, au final, ça commence à faire beaucoup. C'est un flux ou un flot. Est-ce que vous sauriez dire ce qui détermine ou ce qui dicte même l'écriture quand ça passe comme ça et que comme vous êtes en activité permanente, il y a un moment où ça se pose sur le papier, est-ce que c'est tout ça à la fois ou est-ce que c'est l'affect qui prend le dessus, le rythme musical? Est-ce que vous arrivez à mettre un mot là-dessus? Non, mais beaucoup. Mais je pense que Derrida dit à un moment, en passant, une belle phrase, une phrase merveilleuse de l'écriture. Je posthume comme je respire. Bon, moi, donc, c'est beau, hein, c'est-à-dire je suis mort comme je suis vivant. Bon. Moi, j'écris comme je respire. Et encore une fois, ce n'est pas, je ne vis pas avec du papier, voilà. Même si je suis toujours approvisionnée. C'est-à-dire j'ai toujours des carnets, etc., tout le temps, même à la plage, où donc j'ai toujours quelque chose avec moi, même quand je ne pose mon carnet que quand je vais me baigner, sinon il y a du carnet autour de moi. Mais c'est uniquement parce qu'au fond, ce sont des activités comme la cueillette, comme la chasse, comme la pêche. Et alors, voilà. Vous écrivez, Hélène Cixous, comme vous respirez, vous écrivez aussi comme vous dormez, puisqu'il se trouve que vous écrivez aussi la nuit, avec vos rêves. Je rêve, oui. Ça, c'est peut-être c'est un secret sans secret, parce que c'est chez les rêves où, en rêve, dans cet univers inouï que... C'est le trésor, c'est le monde du trésor, mais c'est un trésor qui m'est accordé et en même, enfin qui m'est prêté plutôt, qui ne m'est pas donné, parce qu'il est très incertain. Mais
c'est de là où c'est là, ce sont les grottes, ce sont les mines, et c'est l'art suprême. Je rêve, et je retiens mes rêves. Je les saisis, je les capture, je les note, et afin qu'ils ne s'échappent pas, parce que c'est le propre des rêves que de s'en aller, je les retiens par les franges, comme ça. C'est-à-dire que pendant la nuit, je note très rapidement quelques germes de rêve. Et comme j'écris en pleine nuit, et de manière évidemment... Bon, alors ça donne des choses extrêmement bizarres. C'est des œuvres, d'une certaine manière. C'est pas particulièrement joli, c'est quasiment illisible, mais j'arrive à reconstituer quand même le matin. Ce qui m'embête, c'est que parfois, j'écris un rêve sur un autre parce que je n'ai pas retourné mon papier. Et alors là, ça fait un drôle de palimpseste, mais bon, ben voilà. Et à l'aube, entre la nuit et le jour, je rédige très vite. Et là, justement, les chats se transforment en sphinx solidaires, c'est-à-dire restent... Je leur dis attention, j'écris. Et elles m'accordent la demi-heure qu'il me faut pour rédiger le plus rapidement possible un rêve qui est encore palpitant, qui n'est pas encore devenu spectre, vapeur, et voilà. Et là, quand je jette un coup d'œil sur un rêve, je me dis toujours que je suis humblement dépassée par la puissance incommensurable d'un rêve qui s'est dicté à moi, mais que je ne maîtrise pas du tout. Et quand j'ai commencé à écrire, enfin quand j'ai commencé à griffouiller, à dérailler, c'est fait et 1000 fois mieux que ce que je peux faire moi. Alors, en catimini, je lui volais un rêve que je glissais comme ça dans un texte, puis après j'effaçais les traces du vol. Et voilà. Et pendant les premières années de mes publications, où je n'ai jamais dit que j'étais écrivain, d'ailleurs encore aujourd'hui, j'aime pas dire ça parce que c'est faux. Ça veut dire quoi, c'est faux? Parce que c'est pas pour moi, ça ne peut pas se cristalliser en quelque chose qui est reconnaissable comme profession ou occupation ou quoi que ce soit. Pour moi, c'est un acte. Donc tout ce que je peux dire, c'est que j'écris. Je suis en train d'écrire, voilà. Et alors, j'avais un sentiment d'imposture colossal, au point que les premiers livres que j'ai écrits, je me suis dit, est-ce que je peux les signer? On me disait, il faut signer. Mais je n'osais pas dire que c'était quand même... qu'il y avait eu rapine. Voilà. Je me disais, mais quelle imposture, quand même, il faudrait que je signe rêve. Voilà. Et vous savez, il y a des livres quand même, il y a beaucoup de livres que j'ai écrits en collaboration, comme ça, avec mes voix, alors bien sûr que la collaboration que j'ai en permanence avec les autres œuvres, ça, c'est quelque chose qui est indescriptible. Je suis... Moi, mon corps, il est complètement habité, hanté, chanté par une quantité d'œuvres que je connais bien et qui viennent comme ça à mon secours. Je pense une chose et à ce moment-là, il y a Shakespeare qui me dit « Oui, mais ça, je l'ai déjà dit. Et tu te rappelles ce que je t'avais dit ?» Bon, je te l'ai dit autrement. Alors, je me retourne et il y a Montaigne qui vient tout de suite. Et 1000 autres. Il n'y en a pas que deux, parce que j'arrête pas de lire. Est-ce que parfois, Hélène Cixous, vous rêvez d'abord un livre et puis la réalité vient plaquer quelque chose de différent sur le rêve ou quelque chose qui ressemblait à ce rêve? Je pense notamment à Gare d'Osnabrück à Jérusalem, où vous jouez parfois sur la confusion entre ce rêve qu'est le livre et qu'est l'écriture de ce livre et la réalité d'un voyage que vous avez pu faire. Puis même à la fin de Gare d'Osnabrück à Jérusalem, vous voyez le livre suivant, qui est le livre que
vous allez écrire sur Jérusalem en faisant le voyage, à moins que vous ne l'ayez pas fait, puisque vous l'avez peut-être fait en rêve. On ne sait pas, d'ailleurs. Finalement, pour nous, lecteurs, peu importe, mais c'est important sans doute pour vous, sachant que Correspondance avec le mur, donc ce livre qui vient après Gare d'Osnabrück à Jérusalem, ce livre-là a été d'abord vu avant d'être écrit, de fait. Donc, quelle est la part... Est-ce que le livre écrit correspond toujours au livre rêvé? Non. Mais par contre, alors là, je vais quand même séparer les choses. Il m'est arrivé de voir un livre en rêve. J'étais drôlement soulagée. Je me disais, bon... Parce que c'est quand même un effort d'écrire un livre. C'est-à-dire que pendant les 59 jours, pendant lesquels j'écris à marche forcée, c'est-à-dire absolument sans m'arrêter, sauf pour dormir, c'est-à-dire pour continuer à écrire. C'est fatigant, ça exige, mais c'est fatigant, c'est enivrant, mais ça épuise quand même toutes les ressources. Hein. Bon. Alors, quand il m'arrive de voir un livre en rêve, j'éprouve un sentiment de béatitude. Bon. Et après, il faut que je l'écrive quand même. Voilà. Mais un jour, il m'est arrivé de voir un livre en rêve. Après, j'ai téléphoné à mon éditeur et je lui ai dit « Est-ce que je pourrais te rendre un livre de 4 pages ?» Il était très content. Il m'a dit « Ah, c'est ce dont je rêve. » Le livre qui coûte rien du tout. Finalement, il en a eu 48. Alors, j'essayais de rester dans mes 4 pages, mais chaque fois que j'écrivais une page, elle faisait éclosion et puis bon, voilà. Puis parfois, vous poursuivez un livre, comme on peut poursuivre un rêve. Vous écrivez dans la première page du corollaire d'un vœu. Avec les livres, on ne sait jamais. On pense à un livre auquel on adresse toutes ces sollicitations passionnées depuis des mois et parfois des années. Et la dernière minute, comme le jour d'un mariage chez Dostoïevski, le livre fuit, on en épouse un autre dans l'heure, on se demande si ces volte-face sont là pour égarer nos préférences secrètes ou pour les révéler. Ah oui, mais ça, c'est toujours comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, très souvent, on me demande et alors, tu as une idée, est-ce que tu sais ce que tu vas écrire? Mais j'ai des quantités d'idées. J'ai un cahier qui me suit, un cahier parmi les autres cahiers. Il y a un cahier où je mets plein comme ça de mini-livres, de micro-livres comme ça, de germes de livres, et j'écris, ah, c'est peut-être le livre de cet été. Je regarde, il me va tout à fait. Donc quand j'arrive à ma maison d'écriture, où m'attend le livre que je ne connais pas, je regarde tout ça, tous ces livres que je n'ai pas écrits, mais qui voilà, et je tourne la page, je fais comme Kafka, là, vous savez, et j'attends. Parce que je sais, ça c'est mon seul savoir, c'est que je ne sais pas quel livre va venir vers moi, et je sais qu'il y a un livre qui va venir vers moi. C'est tout ce que je sais. Voilà. Après, je me fie à. Alors, je sais pas, à la vie, à la mort, à la littérature, au désespoir, à la nécessité de continuer, au vent, à l'océan, à mes innombrables mémoires, à des archives. Par exemple, cette nuit, j'étais dans les archives. Je me suis dit, oh là là, j'en sortais plus. Mais c'était des archives très particulières. C'était des nids comme ça, souterrains, etc. Puis à la fin, je me suis dit, bon, ça, c'est la Bibliothèque nationale qui me fait un coup. Bon. Et puis, je suis patiente. Et puis, je suis magique. Enfin, je crois à la magie. Voilà. Alors, voilà, j'attends. Et jusqu'à présent, il y a du bois, là. C'est du bois, ça, j'espère. Et là, j'ai du bois. Jusqu'à présent, il y a toujours eu un envoyé. C'est-à-dire que... Alors, bien sûr que je me dis, il arrive, je ne le connais pas. Il me fait signe comme ça. Alors là, hop, je commence à courir derrière, parce qu'il court à toute... Alors, le problème, c'est que le livre va extrêmement vite. Extrêmement vite. Mais moi aussi, je suis très rapide. Mais moins que lui. Donc, il a toujours quelques longueurs d'avance, si bien qu'il m'arrive d'écrire de manière tout à fait comme ça, en abrégé, à toute allure, vite. Bon, et puis, il s'en va, je ne sais où. Enfin, il s'en va. Quelques moments s'en vont. Je profite comme ça de son voyage pour développer un tout petit peu. Et c'est ainsi qu'il me mène. Et il me mène, alors avec tous les moyens de transport, absolument tous, au bout du monde, en apocalypse, de l'autre côté de la vie, et très souvent et surtout chez les morts,
Et ça, pour moi, c'est un très très grand bonheur. Mais je ne suis pas la seule, parce que Homer était avant moi. Dans vos très nombreuses publications, il y a des livres qui font 120 pages, pas 4, j'en ai pas trouvé de 4 pages. Hein, mais non, bah non. Il y a des livres qui en font 260. Bon, ça dépasse pas très souvent les 300 pages. Je crois que j'ai jamais écrit 300 pages. Ouais, je crois que mais non, je crois pas. Je crois que c'est 260. Bon, enfin, je vais pas tout compter à chaque fois. En tout cas, Hélène Cixous, est-ce que vous êtes plutôt du genre prolixe, concise? Est-ce que vous avez tendance, une fois que le livre est né, hein, une fois que le livre est venu à vous et que vous l'avez rattrapé et saisi, à élaguer, ou est-ce que vous avez besoin de développer, de rajouter en permanence? Ah non, non. En fait, j'écris d'un trait. Mais qu'est-ce que ça veut dire d'un trait? En fait, j'écris d'un trait qui est divisé en 50. J'écris d'abord d'une traite, comme justement si j'étais à cheval, depuis, disons, 6 heures du matin jusqu'à 15 heures. Ça fait 9 heures sans interruption, pendant lesquelles j'ai l'impression que je n'ai pas arrêté d'écrire. Donc, en 9 heures, franchement, si je passais la grecque à ce moment-là, j'aurais quand même écrit une 20aine de pages minimum. Bon. Je m'arrête, je me dis, tout ce que j'ai pu écrire, je regarde, et il y a 3 pages. Or, ces 3 pages, je n'ai pas arrêté de les écrire. Bon. Alors, ce que j'ai là, c'est la résultante. C'est une formidable, un déferlement des fleuves, des cascades de phrases, d'écritures, etc., qui se précipitent les unes dans les autres, comme ça. Et moi, j'obéis, je suis le scribe. Puis, c'est tout, puis ça vient se poser, mais ça vient se poser de manière extrêmement condensée. Ce qui fait en fait que, effectivement, ça rejoint un petit peu la condensation poétique. Ça, c'est pas calculé du tout. Hein. Ce sont des ordres que je reçois et que j'exécute. Et comme je vous le dis, c'est extrêmement physique, c'est-à-dire que je ne peux pas écrire si je ne suis pas en pleine forme. Et donc, c'est comme si, enfin, je ne peux pas aller plus loin. Et il y a un certain moment où le livre commence à me dire exactement, vous savez, comme vous avez dû voir évidemment des oiseaux, des oisillons, ils mettent 3 semaines pour atteindre leurs ailes. Hein, et on les voit comme ça, plume à plume, plume à plume. C'est merveilleux à voir. Puis à un certain moment où ils ont leurs ailes, qu'ils ne savent pas encore utiliser, puis à un moment, mais ils sont partis. Voilà. C'est exactement comme ça que fait le livre. Et quand il atteint justement son plumage, mais il me dit, je me dis, mais ça y est, je regarde et je me dis, ah, c'est la dernière page. C'est inutile d'essayer de la doubler. Il est inutile que je me dise, et si j'en faisais une après? C'est irrecevable, c'est absolument impossible. Alors, quand je relis, il m'arrive d'alléger, mais en cours de route, j'ai déjà beaucoup allégé. En cours de route, j'ai déjà, chaque fois, essayé d'élaguer, d'aller au plus mince, au plus rapide. En relisant, il m'arrive de me dire qu'on peut faire l'économie, que cette page ou cette page, que je trouve belle par ailleurs, que je pourrais laisser, que je vais laisser à la BN. Je me dis, non, ça, là, tu t'es arrêté pour prendre une tasse de thé, c'est tout à fait inutile. Voilà. Et je l'enlève. Mais c'est de cet ordre-là. D'aller au plus mince, au plus rapide, passe aussi parfois par faire de 2 mots un seul. Ah oui. C'est beau en plus, parce que vous pouvez écrire, par exemple dans Les rêveries de la femme sauvage, la sœur témoin en un seul mot, la sœur t'aime, T apostrophe du verbe aimer, hein, en un seul mot, mais non moins. Je répète, la sœur témoin, la sœur t'aime, mais non moins. Vous pouvez écrire dans un texte, alors là, paru dans l'Obs, en novembre dernier, sur l'écriture inclusive, on va laisser la sexualité de côté, mais je cite quand même cette phrase, « Plus il y a d'elle, au pluriel, plus on rit, écrit ça pluriel ». En fait, vous jouez avec la langue, Hélène Cixous. Vous jouez en permanence avec la langue. Vous disiez tout à l'heure, dans votre enfance, entre l'Algérie et l'Allemagne, entre votre père et votre mère petite, on s'amusait beaucoup, avez-vous dit. Et vous gardez peut-être de cet amusement, de ce sens ludique, des jeux verbaux qui ont ensuite été développés
par votre amour de Joyce et puis d'autres, et qui font que vous faites de deux mots un seul, vous réinventez la langue française, vous jouez avec. Oui, je joue, mais vous savez, elle est faite pour ça, la langue. C'est d'ailleurs pour ça, finalement, que je m'y suis réfugiée. C'est-à-dire que là, il y a liberté. Et je pense qu'on rejoint à ce moment-là la musique, c'est-à-dire qu'on peut... le fait qu'on veuille détacher les mots les uns des autres, les dissocier complètement, les harnacher, les faire obéir à des règles qui sont toutes des règles qui ont été, au fur et à mesure que l'on a scolarisé la langue, des règles d'inhibition, il n'y a aucune raison. On peut faire avec la langue, on peut produire, multiplier, condenser infiniment. La langue française est par ailleurs extrêmement riche, mais on peut l'enrichir encore en la condensant. Mais ça, ce n'est pas c'est pas du tout arbitraire. Hein. C'est-à-dire que lorsque comme ça viennent des mots, lorsque des mots me sont proposés par la langue, parce que je ne fais pas un travail comme ça, je fabrique pas, je fais pas de l'ébénisterie dans la langue, mais certains mots viennent et se précipitent ensemble pour aller plus vite vers un sens. Il n'y a aucune raison pour que je les rejette. Si on me fait une proposition, c'est comme en mathématiques, quoi. Hein, on va vers la solution la plus rapide, la plus puissante. Et la plus belle ? C'est toujours, en fait, moi je pense que ça s'impose lorsque c'est harmonieux, toujours. C'est pas discordant. La langue, vous dites, la langue française est une langue riche. Vous utilisez un mot que je trouve très très joli. Vous dites c'est une langue etcétérante. Oui. C'est une langue qui en appelle d'autres, non seulement dans l'invention des mots, mais aussi parce que c'est une écriture qui est la vôtre, qui est une écriture polyglotte. Alors là, c'est aussi que vous avez grandi dans plusieurs langues, il y avait de l'allemand... Mais le français est polyglotte. Le français est composé d'un nombre incroyable de langues. Bon, à part le fait que nous sommes tous des enfants de l'indo-européen, en tout cas à l'Occident, le français est composé et constellé, retissé, brodé, etc., d'un nombre incroyable. Nous parlons, en fait, toute la journée, nous parlons anglais, allemand, grec, arabe, persan, enfin sans arrêt, quoi. Alors après, on se dit non, il faut que le français soit pur, mais le français est totalement impur, Dieu soit loué. Et comme toutes les autres langues. Hein. Enfin, le français est très hospitalier à un très très grand nombre de bijoux qui viennent d'ailleurs. Et pourquoi ? Parce que, et ça, je pense que tous les êtres qui ont la chance d'avoir une liberté en langue, lorsqu'ils parlent, ils sont à table avec les langues et ils picorent ça et là. Et puis à ce moment-là, telle langue va m'apporter telle proposition qui est plus rapide et plus charmante, plus savoureuse, plus précise, etc., que la langue dans laquelle je suis en train de me déplacer, toujours. Oui, mais ces origines différentes et diverses de la langue française, soit on ne le sait plus, soit on ne l'a jamais su, soit on l'a oublié. On parle quand même français. Or, la particularité de votre langue ou de vos langues d'écriture, à vous, c'est que non seulement il y a cette langue française etcétérante, mais vous utilisez aussi l'allemand, l'anglais, puisque vous étiez professeur d'anglais pendant très très longtemps, et je rappelle, vous avez fait une thèse sur Joyce, vous avez enseigné la langue anglaise, il y a l'anglais, il y a l'allemand de votre enfance, et tout cela se retrouve au milieu du français avec des phrases allemandes ou des mots anglais, et tout ça se mélange. Oui, d'abord parce que effectivement, c'est je dirais un peu ma langue, mes langues qui me servent de langue, mais je pense aussi que d'abord ça existe, cette liberté-là, elle existe, elle peut se recommander de traditions très très nobles. Comme on le sait, Joyce a écrit en une seule langue faite de 18 langues, qui est Finnegans Wake. Mais moi, j'écris quand même, je crois que tout ce que j'écris est parfaitement compréhensible. Maintenant, je pense que nous en sommes arrivés à une époque qui est, je le crois, moins censurante, et où, et je l'espère, nous sommes de plus en plus européens, de plus en plus... je veux croire que nous sommes de plus en plus hospitaliers,
et que donc personne ne va se fâcher si, de même qu'en France on devrait entendre de plus en plus de langues étrangères qui se dirigent vers le français, qui vont faire amis et qui vont muter, qui vont colorer. De même, quand j'écris, je ne vois pas pourquoi de simples phrases qui viennent comme ça avec leur chant en allemand ou dans une autre langue ne rentreraient pas dans le texte, ce qui n'est pas une façon de dire au lecteur « vous devez comprendre l'allemand » parce que, naturellement, elle est toujours en traduction, elle entre en allemand et dans la phrase, elle est en train de se dissoudre et de passer en français et je peux vous assurer qu'elle est toujours là, c'est-à-dire il y a toujours la traduction quelque part. Elle est juste à côté en train de se lever. Ça donne des anecdotes très belles, puisque vous avez des traces absolument partout de ce que vous appelez votre enfance à langue. Au pluriel, par exemple, cette très belle anecdote dans Voile que vous avez écrit avec Jacques Derrida à propos de l'opération des yeux que vous avez subie pour corriger votre myopie. Et vous racontez que quand vous avez annoncé à votre mère que vous alliez opérer votre myopie, Ève, donc votre mère, a rétorqué « Was ? Qui est ma myopie ?» Cette fois en 2 mots. Mamie, M-I-E, opie. Et vous êtes rendu compte que toute votre vie, vous-même, vous aviez dit « ma myopie » et que c'était comme si vous alliez perdre votre moi, une part de votre moi étrangère. C'est très joli, cette histoire. J'ai hérité de ma mère un mot qu'elle disait avec son accent. Elle parlait admirablement français, mais elle avait un accent que je n'entendais pas, mais qui me donnait justement incroyablement de moments de jubilation. Alors, à partir de 90 ans, elle m'a dit « Je crois que maintenant j'ai atteint la vie et yes ». Voilà. Et c'était sa façon de dire voilà, la vie et yes. Alors, je me suis dit « Mais c'est vrai, je n'avais jamais pensé que la vieillesse, c'était la vie et yes ». La vie, oui. Voilà. En fait, je pense que nos oreilles aussi... je sais qu'on a dans les petites classes... Enfin, j'espère que non, j'espère qu'on va tout changer, mais on a tendance, au contraire, à homogénéiser, à régler, etc. Mais finalement, quand on atteint un moment d'indépendance, il faut pouvoir justement recevoir tous les bienfaits de ces innombrables molécules linguistiques, musicales. Voilà. J'ai envie de vous lire une phrase merveilleuse que j'ai piquée à la Nuit des Rois, Twelfth Night. Pardon, hein, c'est de l'anglais. Mais c'est tellement beau. Alors, je suis sûre que beaucoup d'entre vous, quand même, connaissent l'anglais. Et ce matin, en me promenant, je me suis dit, de toute façon, je veux dire ce que je dis toujours, que j'emprunte à la Nuit des Rois, et qui est une phrase de Shakespeare où il dit « Ourselves we do not owe », c'est-à-dire nous-mêmes, nous ne possédons pas nous-mêmes. Voilà. Nous-mêmes, ça c'est la clé de l'écriture. Hein. Nous ne nous possédons pas nous-mêmes. D'ailleurs, c'est un grand pratiquant du nous-mêmes. Voilà. Shakespeare, un de ses pronoms personnels les plus fréquents, c'est « ourselves », voilà. C'est-à-dire nous-mêmes, l'humanité. Mais ce n'est pas celle-là qui m'a retenue, c'est celle qui vient juste avant et qui dit cette chose incroyable « I do, I know not what ». « I do, I know not what ». Ça chante tellement, voilà. Et alors, même en lisant, je me suis dit « mais ça veut dire quoi ?» C'est une chanson « I do, I know not what ». Ça c'est vrai, hein, on devrait la faire en rap ou bien... non. Et c'est « I do », je fais « I do, I know », je sais, not, pas, what. Je sais pas quoi. Je fais, je sais pas quoi. Je fais, je sais pas quoi. Toujours. C'est ce que nous sommes en train de faire. Alors Hélène Cixous, bon, l'inconscient, les rêves et toutes ces voix que vous entendez, hein, sont pour beaucoup des voix, vous le disiez tout à l'heure, des voix de personnes fantômes qui vous habitent depuis très longtemps, qui vous ont habité. Et pendant très longtemps, depuis une vingtaine d'années, disons, vous vous êtes mise à écrire sur une personne qui vous a accompagnée, qui était bien vivante, elle qui était donc Ève, votre mère. Mm-hmm. Et puis Ève est morte en 2013.
mais vous avez écrit de tous les genres, on ne peut pas parler du genre essai, on s'est vraiment intéressé à la façon dont se fabriquent vos livres de fiction, mais malgré tout, quand vous passez à l'écriture théâtrale, est-ce que vous la voyez comme une transition, comme une transformation, comme une rupture? Est-ce que les deux genres sont totalement séparés déjà? Ah oui, pour moi, oui. Totalement. Surtout avec le Théâtre du Soleil, où j'ai été invitée à voyager pour l'éternité par Ariane, il y a bien longtemps. Et quand elle m'avait proposé, au début des années 80, de travailler pour le Théâtre du Soleil, je me suis dit qu'elle avait fait une erreur. Je me suis dit, mais moi, je ne peux pas écrire pour le Théâtre du Soleil. Je ne peux pas écrire pour le... Bon, je ne voyais pas du tout... Puis, je me suis fiée quand même à son invitation. Je me suis dit, elle n'est quand même pas folle. Elle est même géniale. Donc, si elle me dit, est-ce que tu veux écrire pour nous, c'est qu'elle pense que c'est faisable. Moi, pour moi, c'était impossible, justement. Voilà un impossible. Et, donc, il faut y aller. Donc, il faut Drapeau rouge. Exactement. Donc, il faut y aller. C'est exactement ce que j'ai fait. Alors, je peux vous dire que le premier saut, j'ai raté complètement. Enfin, le premier saut. Elle me dit, va en Asie. Je n'étais jamais allée en Asie. Et écris. Voilà. Il y a un peuple, écris. Alors, je reviens, comme ça, très fière de moi. Elle regarde, elle me dit, mais comment, mec, tu m'as fait un village? C'est minuscule, ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Nous, on est grand. On est un royaume. Oh, je me dis, oh là là, c'est vrai, ça. Bon. Alors, elle me dit, l'Inde. L'Inde, oh, je suis partie, j'ai fait mes valises, je suis partie. L'Inde, moi je me suis vue comme ça, comme un microbe. Je regardais la carte de l'Inde. C'est impossible. Bon, voilà. C'était comme ça. Alors déjà, je suis allée d'impossible en impossible, de toutes les manières. C'était gigantesque. Moi, j'avais déjà écrit pour le théâtre, mais c'était des pièces à ma mesure, des chamber music. Voilà, de la musique de chambre. On est 4 ou 5, là ça va très bien. Bon. Alors j'avais écrit Portrait de Dora, ce personnage. Je me dis, je peux pas, 50 personnages, j'ai pas ça moi. Alors il a fallu que j'invente un truc. Alors je me suis dit, bon, comment faire pour faire passer 50 personnages de là sur le plateau? Ben, je ne peux pas faire plus que prendre 5 par 5. Alors je ramassais 5 personnages, j'allais sur le plateau, je revenais en arrière, je faisais des scènes à 50 personnages, 5 par 5. Voilà. Je ne pouvais pas faire plus. Donc déjà, ça tout a été plus le fait que l'écriture de théâtre, c'est presque le contraire de l'écriture de fiction. C'est-à-dire qu'il y a des temporalités radicalement différentes, immédiatement lisibles, audibles, perceptibles. Bon. Moi, c'est pas comme ça que j'écris, comme vous le savez. Et donc, j'attends du lecteur qui veut bien lire mes livres, qu'il soit d'accord avec ma programmation dans le temps, c'est-à-dire il faut lire une fois, puis une deuxième fois, puis comme ça, puis une troisième fois, comme tous les écrivains, je veux dire. Hein. Et alors au théâtre, c'est pas possible. Ça doit communiquer instantanément. Hein. Le signal, il est d'une impatience totale. Bon, il faut inventer des personnages. Mais moi, je n'ai pas de personnages dans mes livres. Je n'ai que des gens que je connais, avec lesquels j'ai vécu toute ma vie. J'ai mis mon oreille sur leur poitrine, je connais les battements de leur cœur. Mais tout d'un coup, au théâtre, il faut... Enfin, c'est le contraire de mon art originaire. Voilà. Et puis je me suis dit, ben justement, tout ce que je ne sais pas faire, il faut le faire. Et donc vous l'avez fait, ça fait 40 ans que ça dure. Je l'ai fait. Marianne m'avait dit, d'ailleurs, à la première tentative, qui était Sihanouk, elle m'avait dit, une fois que tu auras fini, la troupe va lire et va décider si oui ou non. Bon, là, ça, j'ai su que j'étais de toute façon le sujet de la troupe et qu'à tout moment, on pouvait me dire, c'est pas ça, non, recommence, etc. Enfin, voilà. Bon. En fait, j'ai beaucoup de mal à écrire pour le théâtre. J'écris passionnément, c'est une aventure de l'imagination inouïe, c'est toujours du voyage, mais des voyages terribles. Parfois, je suis ravie, parce que par exemple, quand on a été en Patagonie, je me suis dit, voilà l'endroit où au monde je ne serais jamais allée. Et pourtant, j'étais en Patagonie avec ma mère. À ce moment-là, j'étais en train d'explorer l'Antarctique, je me glissais sur la banquise avec ma mère qui s'en allait dans le plus grand froid,
Après, je me suis dit, mais c'est vrai, j'y suis en Patagonie. Bon, voilà. Mais c'est difficile, c'est une écriture qui est totalement éclatée, explosée, puisqu'elle doit se différencier dans le corps et l'âme de tant et tant de personnages. Parce qu'au Théâtre du Soleil, c'est à personnage. C'est pas, je pourrais faire une pièce de théâtre avec n'importe quel de mes textes. Mais non, c'est pas ça, c'est le contraire de ce que je fais. Et en même temps, c'est absolument exaltant parce que c'est un mariage avec le public. Alors que quand j'écris un texte de fiction, il n'y a pas de public. Le public, il est exactement comme pour Stendhal, à qui j'ai une reconnaissance infinie, parce que je ris chaque fois que je lis ses textes, et qu'il dit de cette manière si joyeuse, si confiante et si humble, « Tiens, je viens d'entendre un bébé là. Ah, ça sera mon lecteur. » Voilà. En 1924, disait-il, on va me lire. Alors, moi, quand j'écris, c'est exactement ça. Donc je suis pas très angoissée parce que je me dis mon lecteur, il va arriver exactement comme pour Stendhal dans 60 ans. C'est très bien. En fait, au fond, le théâtre comme la fiction, ce sont des voyages malgré tout, et puis c'est un rapport au temps, et c'est exactement ce que vous écrivez dans Défions l'augure, qui a paru cette année, hein, 2018. Oui, 2018. Oui, 2018. Cette année. Oui. Dans le Prière d'insérer, Défions l'augure, emprunté donc à Hamlet, vous écrivez « Mes livres sont des villes où demeurent des morts faits. Tous mes poètes sont morts, tous les morts vivent encore dans ces villes qu'ils enchantaient hier. De fantômes ?» dit ma fille. « Des gardiens du temps, dis-je. » Merci beaucoup, Élise Cixous. Merci. C'est Caroline. Et donc maintenant, un micro va circuler dans la salle pour une petite vingtaine de minutes de questions, de réactions. Monsieur. Bonsoir, madame. Ce qui est difficile, c'est de choisir entre toutes les questions que j'ai dans la tête. Mais bon, je vais commencer par celle-ci. Vous disiez tout à l'heure qu'écrire et lire, c'est la même chose. Et en fait, je suis tout à fait d'accord. En fait, j'ai toujours été sensible au fait que il y a un aller-retour entre lecture, enfin il y a un échange, il y a une symbiose entre lecture et écriture, jusqu'à quelques temps, quelques mois, et j'ai lu quelque part, je ne sais pas où, le plaisir de lire. Et je me suis dit, plaisir de lire, est-ce que je pourrais parler de plaisir d'écrire? Et en fait, je me dis non. En fait, là, j'ai vu une différence. Je me suis dit, joie d'écrire, oui, joie d'écrire. Plaisir d'écrire, plaisir de lire, ouais. Mais joie de lire, pas tant que ça. Enfin, ça arrive, mais moins fréquemment que joie d'écrire. Voilà. Donc je vous pose la question. Qu'en pensez-vous? Un sentiment de désastre. Hein. Enfin, ce sont quand même je crois, des sensations extrêmement fortes. Maintenant, moi, quand je lis, j'ai des moments d'émerveillement, mais de joie extrême. Mais ça n'est pas sur tout un livre, même si... Non, c'est toujours sur une phrase. Je suis amateur de phrases, je suis collectionneuse de phrases. Et alors là, par exemple, tiens, en voilà une. Mathilde mourut, donc inutile de retourner à Paris. Voilà. En voilà une autre. Hein. Je tombais avec Naples. Première phrase du deuxième chapitre de la vie de Henri Brulard. Ça c'est Stendhal. Voilà. Je peux dire que tous les jours, je trouve une phrase qui est pour moi une sorte de miracle absolu. Voilà. Alors, dans ces cas-là, écrire et lire se touchent pour moi. C'est-à-dire que j'ai le sentiment d'une révélation. Je me dis, là, il y a contact. Voilà, hop, et il y a une flamme qui part. Bon. Mais quand je dis que lire, c'est quand même
je veux dire on devrait fabriquer le verbe éclire. Voilà. Vous l'avez fabriqué. Mais qu'est-ce qu'on fait quand on écrit? On est en train justement de déchiffrer. On est en train de déchiffrer quelque chose qui pour le moment n'a pas encore été nommé, mais à partir du moment où on le suit, où on le pourchasse, on le recueille avec les instruments, donc avec les pinceaux, etc., ça se transforme en écriture. Mais on ne fait que lire. Je lis. Voilà. Je lis ce qui... je lis la pensée qui vient à la parole. On va prendre une autre question, c'est madame. Là. Bonsoir. Vous qui avez participé... Vous qui avez participé à la création de Vincennes, je me demandais si vous pensiez qu'est-ce qu'il faudrait aujourd'hui pour que quelque chose de l'ordre de ce qu'a représenté Vincennes au moment où ça a été créé puisse à nouveau éclore. Je ne sais pas d'ailleurs comment vous définiriez ce qu'est cette université par rapport au fait de pouvoir avoir des lieux, parce que vous en parliez à travers votre manière de parler des langues, des animaux aussi, des lieux qui puissent accueillir des savoirs, le savoir du corps, un savoir qui vienne des animaux, de l'observation des animaux, des savoirs qui ne seraient pas cloisonnés de la même manière qu'on peut passer d'une langue à l'autre quand on est multilingue. Donc est-ce que vous pensez qu'il manque quelque chose aujourd'hui pour que des lieux comme ça puissent émerger? Je fais le parallèle avec Vincennes, mais peut-être que... Je ne sais pas s'il est pertinent, mais en tout cas, voilà. Qu'est-ce qui aujourd'hui... est-ce que ça se pourrait, à votre avis, que ça émerge encore, des lieux comme ça? En ce moment, il n'y a pas... Enfin, d'abord, il en reste encore de Vincennes. Il y a encore... Ça vit encore. Hein. C'est quand même important, ça, de se le dire. Parce qu'il y a plein de petits coins à Vincennes où ils sont encore tout à fait vivants et capables de ce que vous dites. Maintenant, j'en sais rien, parce que Vincennes, ça a été un impact, c'est quelque chose comme ça qui a surgi miraculeusement. Il a fallu une belle révolution pour que ça puisse apparaître. Alors, si vous me demandez ce qu'il faut une révolution. En plus, il faut qu'elle soit jeune et artistique. Et quand je dis artistique, je veux dire tous les arts, parce que tous les arts sont tous ce sont des langues. Il faut que toutes ces langues se parlent. Voilà. Des langues qui peuvent être... Les mathématiques, c'est un art aussi. Hein. Toutes ces langues-là doivent pouvoir se parler les unes avec les autres. Moi, j'en sais rien parce que en ce moment, on est plutôt à marée basse. Mais je n'exclus pas la possibilité d'une apparition. Et là-dessus, je pense que Vincennes, c'est énorme, c'est immense. Et c'était comme ça le produit, non pas de 68, mais au moins des 10 années qui précèdent. C'est-à-dire que 68, c'est simplement le moment où l'orage éclate, mais il se préparait depuis très longtemps. Je pense qu'il faut malheureusement ou heureusement beaucoup de guerres, beaucoup de choses catastrophiques qui finalement suscitent beaucoup de méchanceté, beaucoup de violence à l'égard d'autrui, qui suscitent, qui réveillent les forces qui dorment. Et en général, elles dorment plutôt chez les jeunes, parce que les vieux, en général, ils en ont marre, ils sont assis. Mais voilà, et ça peut se produire. Mais en attendant, qu'est-ce qu'on fait? Je pense qu'à ce moment-là, ça doit être à petite échelle. Donc fabriquer des lieux petits avec une bande, avec ce que fait le Théâtre du Soleil, par exemple. Le Théâtre du Soleil, c'est maintenant 80 personnes. C'est extrêmement fort, ça crée sans arrêt, ça invente sans arrêt, de manière qui est absolument mondiale. Mais il faut arriver à créer comme ça des troupes, des cercles illuminés. Et transgénérationnels. Ce qui est le cas du Théâtre du Soleil, en l'occurrence. Oui. Mais en fait, la dominante, si je peux me permettre de le dire, c'est quand même la jeunesse. Parce que quand on est vieux au Théâtre du Soleil, on est jeune. Non, moi, ce qui m'avait toujours agacée quand j'étais petite, c'était les agrégés, pour dire les choses. Je me disais, c'est affreux, vous savez passer la grecque. Vous travaillez comme ça, pendant quelques années. Puis après, je voyais mes collègues agrégés, ils étaient tous assis. Voilà. Bon.
Bonsoir. Merci. Ah oui, voilà, merci. Oui, je peux me lever, mais... Bonsoir, merci pour votre communication, enfin, pour vos réponses et pour votre appel, votre écriture, votre appel à la révolution. Vous avez parlé... Donc, je suis jeune, je suis tout à fait d'accord pour qu'on y aille. Vous avez parlé de magie, vous avez parlé de fabrication, et moi, je voulais vous parler de Sorcière, cette revue à laquelle vous avez participé, et de savoir un peu comment vous avez justement fabriqué collectivement, comment ça se passe, une fabrication d'une écriture collective, enfin voilà, quels souvenirs vous avez de cette revue-là. Oh là là, je vais vous décevoir alors, parce que moi, j'ai aucun souvenir de création collective avec Sorcière. Je pense que c'était à cette époque-là, il y a eu un surgissement comme ça dans la suite immédiate de 68. Il y a eu un énorme soulèvement qui était le mouvement des femmes, qui a commencé dans 68 et qui ensuite a pris évidemment son chemin particulier. Et il y a eu pas mal d'initiatives de tout genre qui ont commencé à produire des textes, mais moi, je n'ai été ni à l'initiative, ni non plus dans ce collectif-là pour dire des choses. Je sais que j'ai eu à un moment une idée un peu drôle, que je regarde avec attendrissement aujourd'hui, c'est que je me disais, après 68, bon, maintenant c'est bien, on a installé tout le monde, mais et les femmes? C'est la question que je me suis posée tout le temps. Hein. Parce que les femmes, c'était toujours en seconde position. Hein. 68, c'était quand même les gars, hein, tous les types qui étaient là, les filles qui venaient les aider, mais c'était un mouvement d'hommes, de jeunes hommes. Et voilà. Alors, de Vincennes, qui était une pure merveille, ça je peux vous le dire, je me suis dit, alors maintenant, j'ai proposé à une de mes amies, Catherine Clément, je lui ai dit une ouverture chez Christian Bourgois, qui était 10-18 à ce moment-là, et on est allé proposer, comme deux naïves, une collection extraordinaire qui devait s'appeler Le Féminin Futur, et qui a eu 4 très beaux numéros, 4 très beaux livres, dont La Jeune Née, qui a ensuite circulé partout dans le monde. Puis ensuite, ça c'était tout à fait au début des années 70, ensuite tout d'un coup je me suis retournée, puis j'ai vu qu'il y avait, enfin j'ai appris, parce qu'on me l'a appris, je n'avais pas remarqué, j'apprends la naissance des éditions des femmes, quelque chose d'absolument fabuleux, qui est là, était vraiment un collectif, un immense collectif énorme, et très très actif, où on m'a invité à me joindre, et c'est ce que j'ai fait. Mais les sorcières, j'ai donné... Il y a eu un très grand nombre de revues où j'ai donné des textes à cette époque-là. Mais j'appartenais pas à un collectif. Le seul moment où j'ai fait collectif, où je suis entrée dans un espace plus collectif, mais où j'étais quand même un individu, je suis restée un individu, et je dois le dire absolument, parce que mon expérience de collectivité, c'est avec le Théâtre du Soleil. Sinon, quand j'ai publié aux éditions des femmes pendant longtemps, et les éditions fonctionnaient en collectif, mais moi, j'étais un individu, et j'étais portée et appuyée par les éditions des femmes. Et de même, quand on a fait l'adorable collection du Féminin Futur, qui a des lettres de noblesse, c'était un collectif à 2, et c'était porté par Bourgois. Là-haut, je crois. Vous avez le micro? Oui. Bonsoir. Vous parlez en fait de l'acte d'écriture comme un travail physique, et je me demandais qu'en est-il de votre corps en fait quand vous écrivez? De quelle façon il est présent, ou est-ce qu'au contraire vous l'oubliez? Est-ce que il s'oublie en quelque sorte? Non, mais comme je le disais tout à l'heure, il a intérêt à être en bon état. Parce que je lui demande, parce que moi j'écris avec tout mon corps, même si on croit que ce sont mes doigts qui bougent, c'est pas vrai. C'est la totalité de mon corps qui est mobilisée pour produire un geste qui doit être un geste esthétique sur ce que j'ai appelé tout à l'heure une toile, enfin sur une matière. Et donc, c'est comme une sorte de course. Alors, j'ai l'air d'être immobile, mais moi, j'ai l'impression que je n'arrête pas de courir.
Et pas seulement de courir, de grimper, de nager, de descendre. Et c'est pas la peine. J'essaye même pas d'écrire quand je ne suis pas vraiment. Si je suis, enfin, jamais je ne vais commencer un livre si je suis grippée. Hein. Enfin, heureusement, ça m'arrive pas souvent. Mais non, il faut avoir vraiment tous ces moyens. Et puis, moi, j'ai besoin parce que je fonctionne selon une économie qui est peut-être celle justement d'un Stendhal ou peut-être d'un Balzac, c'est-à-dire les gens qui écrivent vite beaucoup. J'ai besoin de pouvoir tenir absolument sans arrêt pendant 8 ou 9 heures. Voilà. Pendant lesquelles, par contre, la seule chose que je fais, c'est boire. Parce qu'il m'est arrivé d'avoir des effets secondaires parce que je n'avais pas bu pendant des jours. Et ça, je fais très attention. Mais à part boire, non. Donc c'est ça. Pour rester dans une transe pendant 9 heures sans interruption, et pas seulement pendant 9 heures, parce que c'est le lendemain encore 9, etc., il faut avoir à sa disposition toutes ces énergies. Bonsoir. C'était pour réagir sur ce que vous avez dit sur les femmes. C'est à propos du rire de la méduse. Je voudrais savoir si... Qu'est-ce qui parle ? C'est monsieur là, pardon, contre le mur. Oui, ça y est. Oui. Je voudrais savoir, premièrement, si vous l'avez écrit dans un but d'émancipation de la femme et si vous pensez que c'en est devenu un, que c'est devenu un livre émancipateur. Écoutez, quand je l'ai écrit, ça c'était un paradoxe que je tiens à souligner. Justement, c'était à la demande de Catherine Clément qui préparait un numéro spécial sur Simone de Beauvoir. Bon. Ça m'a toujours beaucoup amusée parce que je n'aime pas du tout Simone de Beauvoir, que je la considère aussi pas du tout comme une féministe, même si c'est la grande tradition française, c'est-à-dire qu'ici on prétend être les petites filles de Simone de Beauvoir. Bon, ça c'est pas du tout mon truc. Et alors moi j'ai dit à ce moment-là, je ne peux pas écrire quelque chose sur Simone de Beauvoir parce que ça sera quand même assez critique. Alors on m'a dit mais ça fait rien, tu es libre, tu peux écrire ce que tu veux, etc. Donc j'ai écrit Le rire de la méduse pour ça. Et c'était ce que moi je pensais justement de la méduse. C'est-à-dire cette espèce d'émanation du phallocratisme, de la misogynie qui prend un être humain, une femme qui est particulièrement belle, qui la considère comme une méduse, qui en fait un objet de répulsion. Et pour moi, c'était l'emblème même de tous les rapports hommes-femmes classiques. Vous savez, il y a un très beau texte de Michelet aussi sur la méduse, et même de Proust, qui décrit les asperges en faisant comme ça la reproduction de couleurs admirables qui sont des couleurs de méduse. Bon. Mais quand j'ai écrit ça, je l'ai écrit porté par ce que je sens, par ce que je vivais. Et ce que je vivais avec les femmes qui m'entouraient. Ce que je vivais intensément, à la fois donc dans l'expérience de Vincennes, où énormément de femmes venaient travailler avec moi, et avec toutes les amies que j'avais, et dont je voyais que, quelles qu'elles aient été, soit qu'elles aient été des travailleuses, soit qu'elles étaient des intellectuelles, je voyais à quel point elles étaient en souffrance dans la société qui était la nôtre. C'était pas nouveau pour moi parce que j'avais une grande habitude des États-Unis où j'allais fréquemment et où il y avait une large avance sur la France en ce qui concernait justement tout ce qui était prise de conscience féministe. Et il y avait partout aux États-Unis des women's studies qui n'existaient pas en France. Mais le type américain ne me convenait pas parce que c'était vraiment un féminisme assez fruste. Mais là, je me suis dit, bon, puisque je dois écrire un texte, je vais écrire exactement ce que je pense, ce que je vis avec mes amis, avec les miens, avec les femmes de ma famille. Alors, je n'ai pas du tout pensé, pas une seconde, que ce texte allait ensuite être ma persécutrice, si je peux dire, préférée. Parce qu'une fois que la méduse a débarqué,
eh ben, elle ne s'est plus arrêtée. Elle a commencé à faire le tour du monde absolument en permanence. Et à la fin, au bout de quelques années, j'étais devenue l'auteur de la Méduse. Alors je me disais, ça suffit maintenant. Hein. Donc on a, de toutes parts, c'est le texte qui a été traduit dans... Il n'y a pas une seule langue où la Méduse n'a pas été traduite. La dernière en date étant le féroé. Voilà. Une langue dont je ne savais même pas qu'elle existait. Et quand j'ai reçu une lettre de me demandant la possibilité de traduire en féroé, je me suis dit, mais je reconnais, malgré mes fréquentes courses à travers le monde, je ne savais pas qu'il existait le féroé. Voilà. Donc même dans les îles Féroé, où ils lisent le danois, ils ont eu besoin de faire venir la Méduse en féroé. Voilà. Et là, j'en ai eu marre. À un certain moment, je me suis dit, elle m'embête celle-là. Parce que, non, mais c'était terrible, parce que c'est pas rigolo du tout. Surtout que je considère quand même que j'ai fait plus que ça, mieux que ça. Enfin, non. Voilà. Elle est toujours là. Et donc, je reconnais, je me dis, mais au fond, elle me dit quelque chose. C'est pas un chat, c'est une méduse. Mais elle me dit, voilà, exactement, c'est comme une sorte de merveilleux thermomètre vivant, animal, qui me dit, voilà où en sont les femmes là. Et une femme là qui veut poser une dernière question, s'il vous plaît, une question courte pour qu'on laisse du temps ensuite à la signature, à la séance de signature. Alors moi, je suis extrêmement frappée par votre étonnante fécondité. Là-bas contre le mur, mais vraiment, c'est vrai qu'on ne voit pas bien. Oui, je suis extrêmement frappée par votre étonnante fécondité. Et la question que je me pose, c'est de savoir si un jour, il vous est arrivé d'avoir une panne, un empêchement d'écriture, un moment où ça n'a plus été possible, comme ça arrive à pas mal d'écrivains qui sèchent et qui, pendant des années, ne peuvent plus. La panne. Oui, j'ai compris. Je pense que ça m'arrivera, bien sûr, quand je serai sur le point de mourir, ça c'est certain. C'est pour ça, d'ailleurs, je vous dis franchement que je me dépêche d'écrire ce que j'ai à écrire, parce que je fais mes calculs quand même. Et je me dis, bon, un de ces jours... voilà. Non, en fait, ce que je crains le plus, mais qui n'arrive pas, ce sont mes compagnons. Je ne voudrais pas m'arrêter de rêver. Ça serait la terreur absolue. Mais l'écriture, non, ça ne m'est jamais arrivé. Et je pense que... je ne sais pas comment dire. Je pense que c'est tellement organique chez moi qu'il n'y a pas de raison. Ça va s'arrêter quand je vais m'arrêter. Donc quand j'espère que je mourrai avant d'être gâteuse. On ne sait jamais. Hein. En tous les cas, ça ne vous guette pas pour le moment. Merci à tous. Et je vous invite à... Par là. Je vous invite à partir par là. Et Hélène va signer quelques-uns des livres.